Alors, dans l'épisode précédent, nous avons chargé la voiture sur un camion grue et sommes partis vers le nouvel atelier. Beaucoup d'entre vous se demanderont sûrement, pourquoi ne pas simplement commander une dépanneuse avec treuil? Pourquoi avons-nous besoin de cette grue? Après tout, la voiture peut être dirigée et les roues tournent. Un peu de patience et vous comprendrez tout. À l'heure actuelle, nos projets et ateliers sont dispersés dans toute la ville. D'ailleurs, la boukanka se trouve à l'autre bout de la ville, dans l'atelier d'Andrei, tandis que l'atelier de menuiserie est dans un troisième endroit. C'est très peu pratique et extrêmement improductif. Et enfin, nous nous sommes réunis sous un même toit. Et voilà la réponse à la question de pourquoi nous avons besoin d'un camion grue. C'est le seul accès à l'atelier. Il y a des travaux et des rénovations ici. Mais d'ici la fin de cet épisode, nous aurons réglé la question de l'accès et vous montrerons le résultat. Mais maintenant, il est temps de s'occuper des panneaux de carrosserie. Andrei, surnommé drone plastiline, s'en charge. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous allons appliquer des kilos de mastic sur les anciens panneaux de la Volga, leur donner une forme parfaite, puis en faire des moules pour fabriquer de nouvelles pièces en fibre de verre. Au final, nous obtiendrons des panneaux de carrosserie légers, solides, esthétiques et à la géométrie parfaite. Mais ce n'est pas aussi simple ni aussi rapide. Et ce travail a pris à Andrei plus d'1 mois. C'est précisément pour cela qu'il a l'air si fatigué et qu'il n'arrive pas à rassembler ses pensées. Nous continuons à enduire notre sculpture de mastic. Nous alternons les directions d'application du mastic, c'est-à-dire que si une couche a été étalée en travers du capot, la suivante sera appliquée dans le sens de la longueur pour recouvrir les stries formées lors de l'application du mastic. Au fait, c'est un mastic très sympa avec un indicateur de couleur. Au départ, il est bleu, puis au cours de la réaction, il change de couleur et on voit très clairement qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, et c'est vraiment génial de voir clairement qu'il ne faut pas commencer à poncer le mastic trop tôt. Et lorsque le mastic est complètement polymérisé et que sa réaction de durcissement est terminée, la teinte bleue disparaît totalement. Elle disparaît complètement. Une fois la réaction de durcissement terminée, il devient blanc, ce qui signifie qu'on peut commencer à le poncer. Souvent, les amateurs sont pressés. Ils étalent, attendent une demi-heure, puis poncent ce mastic qui n'a pas séché, ce qui bouche le papier de verre et se ponce mal. D'ailleurs, je recommande d'essayer au moins une fois ce mastic avec indicateur. Ce n'est pas une publicité, on ne nous a pas payé pour ça, même s'ils auraient. Pendant qu'Andrei travaille la forme du capot, Valera s'occupe du pare-choc arrière. Je vous propose de rafraîchir la mémoire et de revenir brièvement sur sa réalisation. À partir du modèle 3D, nous avons extrait la forme du pare-choc, découpé en tranches, puis ces tranches ont été découpées dans du polystyrène expansé avec une fraiseuse CNC. Ensuite, nous avons assemblé le puzzle découpé sur le modèle 3D, obtenu une copie du pare-choc de la Bugatti Chiron, même si elle était encore en polystyrène. Nous avons placé cette forme en polystyrène dans la carrosserie et, à l'aide de mastic, affiné la forme jusqu'à obtenir le résultat souhaité. L'étape suivante a été d'appliquer plusieurs couches de mat de verre sur la forme enduite de mastic, ce qui nous a permis d'obtenir un moule pour fabriquer le pare-choc en fibre de verre. Ou plutôt, c'est Valera qui va le faire. En fait, c'est son tour. Pour obtenir une pièce de la meilleure qualité, il faut un moule de la meilleure qualité. Nous la perfectionnons par tous les moyens, avec une Dremel, de la pâte à modeler, du mastic et des prières. D'ailleurs, rien que pour ce travail, il a fallu 4 jours de 8 heures chacun, Valera. Une fois le moule prêt, on peut y déposer soigneusement les matériaux et préparer le pare-choc. Il n'est pas forcément nécessaire de poncer entre les couches de mastic. En un clin d'œil, ce sera encore mieux si ça vient de là, ce sera encore mieux si ça vient de là. Non, un peu de mastic suffit, c'est assez. Pour qu'entre les couches, on ne retrouve pas de petites bosses ou d'autres détails gênants. Couteau à mastic, coup à la porte. Vous pouvez utiliser une spatule pour faire une marque d'éraflure.
Nous avons stratifié notre pare-choc. Voici les points principaux. Application d'un agent de démoulage, puis du gel coat, puis 4 couches de mat de verre avec résine polyester. Voilà à quoi ressemble le moulage final. Mais ce n'est pas tout. Nous devons tout démouler. Je peux dire que ce n'est pas si facile. Comme vous avez compris, stratifier un pare-choc d'une forme aussi complexe, c'est la moitié du travail. Ensuite, il faut trouver comment le retirer du moule. Valera nous assure que ce n'est pas si simple. Et en regardant ces images, je veux bien le croire. Après quelques heures de tentatives infructueuses, il est devenu évident qu'on ne pourrait pas s'en sortir sans une trépanation. Nous prenons un instrument chirurgical de chez Bosch et de cette manière simple, nous libérons la pièce. Après 2 heures de travail de Valera, l'opération est terminée et le patient ressemble à ceci. Pendant ce temps, le travail sur le capot continue. Comme vous l'avez remarqué, j'ai collé du velcro sur tous mes outils. C'est un simple velcro acheté dans un magasin de fournitures pour la couture. Le papier de verre adhère parfaitement dessus. C'est très pratique à utiliser, particulièrement pratique quand il faut faire quelque chose de rond. Ce qui est le plus intéressant, c'est que la combinaison d'un bloc carré et d'un papier de verre rond fonctionne toujours à merveille. C'est ma petite spécialité. Ici, par exemple, il y a une telle courbure. On plie ce petit morceau de caoutchouc et on ponce. Magnifique, magnifique. Une seule couche de ruban de masquage n'est jamais suffisante. Elle s'use immédiatement au contact du papier de verre. Voilà. Donc on a poncé le bord d'un côté, maintenant sans retirer l'ancien ruban adhésif, on ajuste. L'autre côté. Ensuite, on enlève les rayures avec une ponceuse, excentrique électrique ou pneumatique. Nous allons utiliser du papier de verre grain 180 qui va éliminer les rayures et préparer la surface. Lorsque le capot est apprêté, on crée le bon espace, l'ajustement avec les ailes. Avec la meuleuse, on enlève le superflu, on retire les ailes, puis on répète le même processus qu'avec le capot. Kilo d'après, kilomètres de papier de verre, endré jour après jour et les contrôles de surface. Au final, on obtient une forme parfaite. L'essentiel du masticage des ailes a été fait dans l'épisode précédent. Pendant que les gars s'occupent de la carrosserie, je suis parti chercher de la peinture. J'ai expliqué le projet au comptoir et j'ai demandé qu'on me trouve une peinture à partir d'une photo sur mon téléphone. Bref, nous sommes venus choisir la peinture. Et là, je me suis dit que la dernière fois, on avait peint, eh bien, d'après ce rendu, on avait du bleu et du blanc. Et pour vraiment voir une différence, comprendre, et en fait, voter pour la couleur qu'on choisira à l'avenir, il faut faire quelque chose de radicalement différent. Donc cette fois, je pense, faire rouge et blanc. On va aussi faire une peinture d'essai. Donc maintenant, on va choisir une base qui ressemble à cette couleur. Puis, on la portera avant l'exposition pour montrer à quoi ça ressemble. Je voulais, probablement m'en rapprocher. Un peu style candy comme je comprends. Je n'ai pas vu les couleurs, mais l'image est sucrée. Mais il n'existe pas, c'est le designer qui l'a dessiné de tête. C'est difficile à choisir. Je pense que ce sera celui-là.
On n'a pas vraiment besoin d'une correspondance exacte. On va choisir quelque chose d'aussi proche que possible, on peindra et ensuite on verra. Au final, nous avons quand même choisi la peinture d'après l'image sur le téléphone. Une couleur cerise intense et stylée. Sa particularité, c'est qu'à la fin, elle est recouverte d'un vernis rouge teinté. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. On a aussi pris un kit pour la peinture façon chrome là-bas. Personnellement, je suis très curieux de tester ce système. Nous le ferons forcément dans les prochains épisodes. Mais si vous voulez connaître le résultat plus tôt, nous le publierons forcément sur notre chaîne Telegram, le jour même où nous ferons la peinture. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous vanter d'une telle réactivité sur YouTube. Alors, le capot et les ailes sont prêts pour l'après finale. Il ne reste plus qu'à fermer les portes. Comme vous vous en souvenez, à la base, nous avons des portes de Ford sur lesquelles nous construisons ce projet. Maintenant, nous devons coller le panneau qui reproduit le revêtement de porte de la Volga. Nous l'avons fabriqué dans les premiers épisodes. Nous préparons d'abord la surface. Nous la ponçons avec une machine et nous enlevons tout ce qui est superflu avec une meuleuse. L'étape suivante consiste à essayer d'ouvrir le joint d'étanchéité. Après que cela ait finalement fonctionné, nous dégraissons la surface et appliquons le mastic sur les endroits où la garniture entre en contact avec la porte. J'espère vraiment que c'est bien sur ces endroits-là et pas à côté. Nous posons le panneau, nous perçons légèrement et nous le fixons avec des rivets. Pour finir, Andrei a, pour une raison, passé la surface à la meuleuse avec un disque abrasif. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai oublié de demander. Après cette manipulation incompréhensible avec la meuleuse, il faut éliminer tous les joints et traces de montage avec de la fibre de verre. Là, tout se fait selon la tradition. Résine polyester, fibre de verre, rouleau et la moitié de la journée d'Andrei, soit 3 heures. Une fois la résine sèche, on coupe l'excédent. Ensuite, schéma habituel. Mastic papier de verre. Andrei, vous avez compris. Pendant ce temps, Valera s'occupe du pare-choc arrière. Sur la Bugatti d'origine, il y a ce type d'aileron qui s'ouvre et change d'angle. Nous ajustons donc le pare-choc en fonction de sa forme, nous coupons tout ce qui dépasse et nous l'essayons sur la carrosserie principale. Ce n'est même pas un pare-choc, c'est une partie de la carrosserie, car sur la Bugatti, c'est une structure monobloc. Nous l'avons fabriqué séparément, car il est plus simple de faire la pièce ainsi. Il reste à assembler. Là, nous avons choisi de faire simple et de la fixer avec des vis auto-taraudeuses. Et pour plus de fiabilité, de la scotcher. Ce que vous voyez, c'est une blague. Ce ne sont que des fixations temporaires pour le positionnement et le scotch sert à empêcher la résine de couler par les joints, car nous allons relier ces deux parties entre elles avec de la fibre de verre. Une fois la résine sèche, nous avons préparé toute la carrosserie pour la première couche de peinture. En fait, il y a quelques mois, j'avais promis aux gars de présenter un résultat intermédiaire de la Volgati à un événement automobile local appelé Locazia. Et bien sûr, dans la plus pure tradition, nous avons terminé la peinture et l'assemblage de nuit à quelques heures seulement du départ. Nous avons commencé par la carrosserie principale. On a enlevé l'ancienne peinture avec un solvant. Ces traces ont servi de couche de révélation. Il s'agit d'une fine couche de peinture ou d'une poudre spéciale qui montre où la surface a déjà été poncée et où il reste du travail. La couche de révélation pénètre aussi dans toutes les cavités, défauts et traces laissés par le papier de verre grossier. Après le ponçage, ces endroits ressortent de façon contrastée, à condition que la couleur de la couche de révélation soit très différente de celle de la pièce. C'est pourquoi j'applique une couche de révélation foncée sur une pièce claire. Puis, après quelques heures de ponçage, on passe à la peinture. Ces images ont été tournées 15 heures avant le départ. Tous ceux dans l'atelier ont dû prendre du papier de verre avant de peindre les portes, le capot et les ailes. On les pose sur la carrosserie, on vérifie qu'elles s'ajustent à peu près entre elles et on installe tout de suite la poignée de porte de la Volga à sa place. Quand tous les panneaux de carrosserie sont ajustés, on peut passer à la peinture. André a fait un petit tour de magie ici, il a ajouté un peu de vernis dans l'après, et en anticipant un peu, je peux dire que cela a donné un effet vraiment génial. On applique d'abord une couche d'après blanc, qui servira aussi de base pour la peinture rouge. Je le répète encore une fois, il s'agit d'une peinture provisoire, uniquement pour séparer visuellement la voiture en deux couleurs, comme dans le concept, et la présenter à l'événement. Donc la partie avant sera blanche. Nous allons la laisser telle qu'elle, simplement apprêtée. Quant à l'arrière, la moitié Bugatti, nous la peindrons en rouge. Comme vous vous en souvenez, j'avais choisi une super peinture à l'avance, mais finalement, Andrei a refusé de l'utiliser pour une peinture aussi temporaire. De plus, la technologie prévoit une couche finale de vernis brillant teinté en rouge.
Et étant donné qu'à ce stade, la surface de notre coque est loin d'être parfaite, appliquer un vernis brillant serait une très mauvaise idée, car le brillant met parfaitement en valeur tous les défauts et irrégularités. Au final, nous avons appliqué 2 couches de base rouge. En séchant, elle devient mate et l'aspect est très correct. Dans l'épisode précédent, nous avons fait un gabarit pour fabriquer les vitres latérales. Comme vous l'avez compris, les vitres ne sont pas encore prêtes, donc nous peignons en noir ce que nous avons pour l'instant. Cela ne demande aucun effort et l'apparence va s'améliorer. Mais nous avons déjà le pare-brise. Enfin, c'est ce que nous pensions. Puisque l'intérieur n'est pas encore prêt, il serait logique de le teinter. Andriusha, j'ai acheté le film teinté. Allez, pose le film sur le pare-brise, moi, pour qu'on ne voit pas l'intérieur. L'intérieur n'est pas prêt, donc c'est logique, non? Pose-le, s'il te plaît. Comme il s'est avéré dans la discussion avec Andrei, je cite, « Je ne suis pas poseur de film, je suis peintre, et le verre, je vais peindre, et comme on dit, le peintre a dit, le peintre a fait. » Et enfin, l'assemblage final. La cerise sur le gâteau devait être le pare-brise, mais en réalité ce n'était pas une cerise, mais un abricot sec. En gros, le pare-brise sur mesure qu'on nous a fabriqué pendant plus d'1 mois selon des dimensions spécifiques a l'air affreux. D'ailleurs, il nous a coûté plus de 500 $, mais on verra tout ça en détail dans le prochain épisode. Pour l'instant, on le met simplement de côté, car c'est clairement mieux sans lui. Ensuite, on procède au chargement et bien sûr, avec du retard, on part vers le lieu de tournage. La question principale, le jeu. Par rapport à la photo que l'on voit sur Internet, que ce soit sur un site ou sur les réseaux sociaux, lorsqu'on découvre l'objet ou le lieu en vrai, à quoi ça ressemble vraiment? Est-ce que c'est un peu plus grand, un peu plus petit, peut-être même pire que ce à quoi on s'attendait? Et pour les proportions, beaucoup plus grand. En tout cas, pour les proportions, c'est vraiment beaucoup plus grand, oui. Les vieilles voitures, elles ont toujours meilleure allure. Regardez combien de voitures modernes sont modifiées ou customisées aujourd'hui. Les vieilles voitures, elles, n'avaient pas besoin de tuning. Il y avait l'âme de l'auteur du projet dedans. En vrai, c'est bien mieux. Elle est plus large. L'arrière est vraiment impressionnant. Je comprends qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dessus. Mais dans l'ensemble, vous êtes vraiment doués. Je vous regarde tout le temps. Ma première impression a été un choc. J'ai appelé ma mère pour lui raconter. Elle aussi sous le choc. Elle l'a dit à mon père. Elle va lui raconter aussi. Je pense qu'ici, la base, c'est un moteur à hydrogène associé à 2 moteurs électriques. Au minimum, ça fonctionne. Et puis, un V6 sur la roue, avant gauche, c'est aussi une question à considérer. Il y a eu un débat à 100 $. De quelle voiture vient le tableau de bord? Celui du Ford Trop, c'est la dernière Tesla. Ah, c'est vrai. Oui, c'est bien le Ford Trop, exact. Projet cool. Ce sera intéressant à suivre. Je vais m'abonner et regarder, c'est vraiment cool et impressionnant. Et en vrai, ça donne quoi? La nourriture est tout simplement super sexy. C'est correct? La hauteur, la largeur, les gars reçoivent l'avoine qui est fort, ils s'y connaissent en design. C'est un travail colossal, ça se voit tout de suite. Ceux qui s'y connaissent comprendront. Ceux qui ne s'y connaissent pas ne comprendront pas. Mais on voit tout de suite qu'il y a là un vrai travail. Continuez comme ça. Ça rend bien plus impressionnant. En fait, les formes ne se perçoivent pas vraiment, mais quand tu la vois en vrai, elle a juste des proportions parfaites. Je n'imagine pas l'ampleur du truc, ni à quel point c'est difficile à réaliser. C'est un terrain inconnu. Sur l'écran, elle paraît bien plus petite. Plus petite? Oui. Donc elle est énorme, c'est ça? Impressionnante. C'est bien, il n'y a rien à refaire. Merci d'avoir vu que la hache soit avec vous.